Lors de la récente COP de Glasgow, la Chine a confirmé son intention d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. L'engagement symbolique est fort, mais l'échéance est lointaine. Les actes vont-ils suivre les paroles? C'est très révélateur de l'ambiguïté dans la relation du pouvoir chinois à la question climatique. Une relation qui reste dominée par la priorité donnée au développement économique. La Chine, c'est à la fois le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, le premier émetteur d'émissions de carbone, et ça ne cesse d'augmenter, et d'un autre côté, le champion mondial des énergies renouvelables. Or, nous sommes tous concernés par cette question, parce qu'il ne peut y avoir de lutte efficace contre le réchauffement climatique sans une réduction drastique des émissions chinoises. Le géant chinois est de plus en plus confronté aux problèmes environnementaux, pas seulement le réchauffement, mais aussi la pollution. Un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants, un quart de la population mondiale, la Chine se considère comme le pivot géostratégique du Nouveau Monde, l'Asie et la zone Indo-Pacifique. Et elle est donc bien placée pour constater le réchauffement. Hausse du niveau des eaux dans les îlots de la mer de Chine qu'elle investit à des fins militaires, et puis sécheresse à l'intérieur du pays avec des effets en chaîne sur la production hydroélectrique. Plus largement, au-delà des questions climatiques, tous les sujets environnementaux prennent de plus en plus de place dans le débat public en Chine. La déforestation a longtemps été massive, elle est désormais enrayée, et surtout la question de la pollution atmosphérique est devenue un enjeu majeur de santé publique. Elle provoque de l'ordre d'1 million de morts par an dans le pays, des cancers, des maladies cardiovasculaires, et cette pollution atmosphérique contraint souvent les écoles à fermer, en particulier à Pékin. La prise de conscience sur la question climatique est relativement récente. Dans un premier temps, le déni a prévalu. Et surtout, à partir des années 1980, la Chine de Deng Xiaoping a donné la priorité à son rattrapage économique, à sa volonté de restauration de sa grandeur perdue, l'époque où les dynasties chinoises dominaient le monde. Donc de la croissance, des exportations, quitte à polluer. La Chine se considère alors comme un pays en voie de développement qui n'est donc pas tenu par les mêmes impératifs climatiques contraignants que les pays riches. À la fin du XXe siècle, la Chine signe donc en façade les accords internationaux sur le climat, mais sans prendre de mesures réelles sur son sol. Conséquence, la consommation énergétique chinoise est multipliée par 6 entre 1980 et 2010, le tout sur la base essentiellement d'énergie fossile, très polluante. Le tournant s'opère au début des années 2000. En 2002, la Chine ratifie le protocole de Kyoto. En 2007, elle lance un plan vert à l'intérieur du pays. En 2015, elle dit vouloir déclarer la guerre à la pollution. En 2016, elle signe l'accord de Paris de la COP 21. La Chine change de logiciel. Elle veut désormais apparaître comme un leader vert, sauf que ses émissions de carbone continuent d'être massives et de polluer énormément. C'est le paramètre central. Toute décision du pouvoir chinois sur la question climatique est liée à l'économie. L'inaction comme l'action. L'inaction parce qu'on l'a compris, la priorité est donnée à la croissance. L'action parce que désormais la Chine veut apparaître comme un leader des énergies renouvelables et de la voiture électrique. D'un côté, l'inaction. Le pouvoir chinois privilégie la consommation interne et les exportations. Boom du parc automobile, développement de la grande stratégie des nouvelles routes de la soie, quitte à financer des projets très polluants à l'étranger. Et puis surtout donc, la multiplication des centrales à charbon. Le charbon représente encore aujourd'hui près de 60% du mix énergétique chinois et de nombreuses centrales à charbon sont encore en construction, au moins jusqu'en 2050. Ça veut dire que les émissions de CO2 vont continuer de s'accroître. Mais d'un autre côté, la Chine est devenue aujourd'hui le premier producteur mondial d'énergie solaire et d'énergie éolienne et le premier investisseur mondial sur les énergies renouvelables, alors qu'elle est partie de rien il y a 15 ans. C'est un effort colossal, ultra rapide, solaire multiplié par
150. Éolien multiplié par 6 dans les grandes villes, les renouvelables représentent désormais 15% de la consommation énergétique. Et puis la Chine est devenue le leader mondial des batteries électriques pour les voitures et développe également le nucléaire. C'est désormais le 3e parc mondial pour le nucléaire. Mais évidemment, il faut ramener ça au gigantisme chinois. Oui, en valeur absolue, la Chine est le leader mondial des énergies renouvelables, du photovoltaïque, de l'éolien. Mais en valeur relative, rapportée à la population, elle n'est plus le leader mondial. Et surtout, on l'a donc compris, le combat climatique est perçu d'abord comme une opportunité de croissance, de création d'emplois. Tout ramène bien à l'économie. Le droit, à l'inverse, n'est pas la question centrale puisque, sur le papier, la Chine a ratifié les grands accords internationaux. Elle n'était donc pas concernée au départ par le protocole de Kyoto en 1997, puisque considérée comme un pays en développement, mais elle a rejoint le processus en 2002, puis ratifié les accords de Paris d'un même pas avec les États-Unis. Et lors de la récente COP 26 de Glasgow, elle a à nouveau signé une initiative commune avec Washington. Mais dans les faits, loin du papier, la mise en œuvre tarde à suivre. Pas d'engagement strict sur le charbon, pas de mécanisme incitatif réel sur le marché intérieur, sur le rachat de quotas d'émissions de carbone. Il y a donc un vrai décalage entre les paroles et les actes. Cela dit, la Chine n'est pas la seule dans ce cas. C'est une dimension essentielle pour comprendre l'évolution de la position chinoise vers un engagement climatique plus fort. Examinons d'abord la psychologie du président chinois. Xi Jinping voit dans la lutte contre le réchauffement climatique une opportunité pour se doter d'une image à la fois puissante et vertueuse à l'international. Apparaître comme un leader mondial sur les énergies renouvelables, c'est un atout fort en termes de soft power et aussi un atout commercial. Et puis comme aux États-Unis, Joe Biden, à l'inverse de son prédécesseur Donald Trump, est désireux lui aussi d'être proactif sur ce sujet, la Chine réagit donc dans une sorte de course à l'échalote avec Washington pour apparaître le plus vert possible. C'est à cette aune qu'il faut comprendre la récente annonce chinoise de ne plus financer de centrales à charbon à l'étranger. Dans la psychologie du président chinois, il y a aussi toujours une quête permanente de puissance, presque un rêve, en l'occurrence, de contrôler le climat et la nature. Un exemple très révélateur, ce programme déjà utilisé en Chine d'ensemencement des nuages pour déclencher artificiellement de la pluie afin de lutter contre la pollution et contre la sécheresse. D'un autre côté, et là on touche à la sociologie, le pouvoir chinois se doit de répondre à la pression sociale populaire croissante sur le sujet. La préoccupation environnementale est devenue majeure en raison notamment de la pollution atmosphérique et de la pollution des eaux ou des sols. Le mécontentement populaire s'accroît, les plaintes au niveau local contre les autorités publiques se multiplient. Dans une enquête publiée en 2017, 80% des Chinois se disaient inquiets devant la question climatique et les jeunes, bien sûr, sont les plus préoccupés par le sujet. Toute la question désormais, c'est de savoir si le nouveau visage affiché par le pouvoir chinois sur cette question climatique est le reflet ou pas d'une conviction sincère. À ce stade, on l'a bien compris, c'est toujours la croissance économique qui dicte d'abord les décisions. Et la quête de puissance est déterminante dans cette volonté d'apparaître comme un géant vert et écologique. Et puis surtout, il y a donc toujours un décalage entre les paroles et les actes, avec des émissions de carbone qui demeurent extrêmement fortes.